s'est passé? On a commencé par identifier un angle mort sur les thématiques ultramarines, étant donné que la seule note sur une thématique ultramarine datait de 2016. Et donc, on a souhaité commencer par publier quelques notes actualisées. Et de fil en aiguille, on s'est dit qu'en fait, un observatoire dédié aux thématiques ultramarines était nécessaire. Donc, ça s'est mis en place petit à petit. Et on essaye de créer du lien entre l'Hexagone et les territoires ultramarins pour que chacun se sente concerné et qu'on arrête de traiter de manière cloisonnée ce qui touche aux Outre-mer et ce qui touche à l'Hexagone, alors qu'en fait, ce sont des thématiques qui sont similaires et que les territoires ultramarins le vivent de manière disproportionnée. Et donc, c'est d'autant plus intéressant d'analyser les problématiques contemporaines à travers le prisme ultramarin. Donc, en fait, on a cherché à faire des territoires d'outre-mer une lentille d'observation critique de la société contemporaine. Okay. C'est aussi une manière de recentraliser avant les présidentielles les Outre-mer dans la campagne, dans le programme à venir des candidats, ou c'était pas spécialement en lien avec cette perspective-là? Pas spécialement, mais les populations ultramarines sont connues pour être abstentionnistes, très abstentionnistes, et pourtant elles représentent près de 4% de la population française. Donc c'est quand même loin d'être négligeable à l'heure où justement on a des blocs politiques qui fracturent la société française et qui sont souvent très proches en termes de pourcentage. Et donc, en remobilisant les populations ultramarines, ça permet aussi déjà pour elles de s'investir dans la vie publique nationale, dont elles se sentent souvent exclues, et pour les partis politiques nationaux, de faire valoir des propositions pour que justement l'égalité réelle dont on parle tant puisse trouver des débouchés outre-mer et qu'on arrête peut-être d'avoir tout le temps les mêmes propositions qui sont très éloignées des réalités ultramarines. Alors nous, ça fait écho avec l'histoire du média boucan, puisque en 2024, on a arrêté la parution papier faute de budget, et aussi parce que c'était très difficile de trouver un écho et un public au sein de l'Hexagone. C'est vrai qu'il y a des grosses questions au niveau de la visibilité, toujours, malgré tous les efforts qui ont été faits depuis quelques années pour obliger un petit peu, notamment les médias, à présenter une part notable de leurs informations autour des Outre-mer. On dirait que les choses évoluent pas très vite. Comment on explique ça au travers de l'observatoire, cette question de l'invisibilisation, de la difficulté à investir les Français de l'Hexagone dans ces territoires? Déjà, il y a la distance géographique, donc à savoir que ce sont des territoires qui sont très loin du territoire hexagonal. Et en plus, à cette distance géographique, on peut désormais y rajouter une distance sociale, dans le sens où on traite, dans le prisme médiatico-politique, on traite les territoires ultramarins seulement sous un prisme anxiogène. Et c'est ce qui nous a amené à avoir beaucoup de médias qui se sont intéressés à Chido, par exemple, à Mayotte, aux différents cyclones, à Irma, etc. Et beaucoup moins à ce qui se passe dans ces territoires, dans la vie quotidienne. Et en plus, on a souvent des partis nationaux qui ne sont pas ancrés outre-mer. Par exemple, le Parti socialiste n'a pas d'ancrage en Guyane, où on a en tout cas des partis qui ne sont pas du tout rattachés ni au PS, ni à LR, ni aux grands partis qu'on connaît. Et donc, je pense que ça ne favorise pas non plus les côtés interchangeables et le fait de s'intéresser davantage à ce qui s'y passe, parce que les partis n'y voient pas forcément une base mobilisable ni un intérêt partisan en fait à s'intéresser à ce qui se passe. Dans le cas de Boucan, on a eu beaucoup de difficultés à trouver un nom de médias qui ne réduisent pas le discours autour de la question du mot outre-mer. Est-ce que le mot outre-mer est vraiment une forme de calamité pour la visibilité en fait, de ces territoires? Est-ce que le terme n'est pas le début de la difficulté? On parle beaucoup de nouveaux termes, transocéaniques, etc. Moi, je pense que quand on ne peut pas changer les choses, on change les mots. Et que donc le terme outre-mer n'est pas le problème, en fait. Ce n'est pas le cœur du problème. Même si on parle aussi de ultramarins,
Ça fait un peu débat. Certains disent, par exemple, je pense à Patrick Chamoiseau qui dit « moi je ne suis pas un ultramarin ». Et moi au contraire, je pense que le terme ultramarin, c'est une manière de faire collectif à l'échelle de l'Hexagone pour beaucoup de ceux qui quittent leur territoire d'origine et qui se retrouvent dans un Hexagone souvent inconnu. Ça permet de recréer du collectif. Et donc moi je me revendique ultramarine. Je pense que c'est ce qui va nous permettre aussi de nous faire entendre dans l'Hexagone, d'avoir ce collectif, quel que soit le territoire d'origine. Donc, le livre que vous avez réalisé s'appelle Les Outre-mer sont-ils encore dans la République? Comment, à partir de quels indicateurs on mesure cette non-égalité? C'est quoi les indicateurs principaux qui font qu'on peut vraiment juger de manière objective plus dans la République? Moi, j'ai abordé plusieurs thématiques de manière non exhaustive, évidemment, tant il y aurait des choses à dire. Donc, je me suis penchée surtout sur les thématiques qui viennent alimenter les mouvements sociaux qui sont très réguliers dans ces territoires. Donc, on pense évidemment en premier lieu au pouvoir d'achat et à la vie chère, avec des populations qui, justement, sont captives d'un marché qui est dominé par des oligopoles et des monopoles. J'ai parlé aussi du chômage et des taux de pauvreté qui sont sans commune mesure avec ce qu'on connaît dans l'Hexagone. Je pense par exemple à la pauvreté qui est de 77% à Mayotte ou encore de 53% en Guyane. Et à côté de la pauvreté, on a des taux de chômage qui sont doublés, voire triplés par rapport à l'Hexagone. Donc encore une fois, on a quand même... C'est pour ça qu'on parle de coefficient multiplicateur outre-mer, mais on pense aussi par exemple à l'accès à la santé, avec Mayotte qui est un désert médical total, donc l'ensemble du territoire est placé comme une zone prioritaire. On a des taux de renoncement aux soins qui sont absolument exponentiels. On a l'accès à l'éducation qui est entravé par des infrastructures qui ne sont pas adaptées, par un manque de personnel qualifié, par une mobilité géographique qui est elle aussi entravée, avec des élèves qui ne peuvent pas se rendre à l'école. Je pense par exemple à la Guyane, où beaucoup d'élèves qui habitent dans les encarts doivent prendre la pirogue pour aller à l'école, ce qui n'est pas du tout aisé. Je pense aussi, au-delà de l'éducation, à l'accès à un logement. On a des dizaines de milliers de logements sociaux qu'on attend, qui doivent être construits. À La Réunion, par exemple, c'est 45 000. On est à 12 000 ou 10 000 selon qu'on se trouve en Guadeloupe ou en Martinique. Et donc, on a vraiment tous ces coefficients multiplicateurs qui se ressentent aussi, par exemple, chez les retraités. On a des retraités qui, par rapport à l'Hexagone, sont beaucoup plus nombreux à être en situation de grande pauvreté. Outre-mer, 15% des retraités sont dans cette situation de grande pauvreté, là où ils sont 1 seul pourcent, entre guillemets un seul, dans l'Hexagone. Donc voilà, on a vraiment ce côté exacerbé outre-mer. C'est un petit peu cette question de l'ultra-périphérie et de l'intensité des problèmes qui existent déjà en France, mais qui est vraiment décuplée, qui atteint un climax. Et donc ça rejoint un petit peu l'idée que vous évoquez que les Outre-mer pourrait devenir un laboratoire pour la politique française dans ce qu'elle a de plus difficile par rapport à résoudre tous ces problèmes qui sont les problèmes de la société française en général. Le terme laboratoire peut être envisagé de manière très péjorative dès lors qu'on touche par exemple à la fin du droit du sol, à la politique qui vise l'immigration. Et pourtant, on a aussi des exemples plus positifs de laboratoires. On en parlait tout à l'heure, mais je pense par exemple à la Nouvelle-Calédonie Kanaki, qui a l'identité kanak depuis 1998, au Wallis et Futuna, qui rattache encore la France à une forme de royauté. On a des exemples plus concrets de Saint-Pierre-et-Miquelon, avec le village de Miquelon qui est en train d'être déménagé du fait de la montée des eaux. Et c'est une expérimentation qui ensuite va venir enrichir ce qui pourra se passer dans l'Hexagone. Donc laboratoire, oui, mais je ne suis pas sûre que ce soit un terme qui soit très apprécié outre-mer, d'être traité de laboratoire. Et à l'inverse, on peut voir aussi des réflexes néocoloniaux
coloniaux dans la gestion de l'État sur ces territoires, quelque chose qui évolue pas vite. On peut voir Mayotte après Chido ou alors avec la gestion politique de la Nouvelle-Calédonie en ce moment. Qu'est-ce que vous pensez de cette question de l'héritage dans la gestion publique? C'est réflexe un peu. Est-ce que vous pensez qu'on peut parler de réflexe néocolonial dans la gestion étatique de ces territoires? Oui, d'autant plus qu'on a des hauts fonctionnaires qui sont de moins en moins informés sur ce qui se passe outre-mer. Donc en fait, ils vont avoir une gestion qui sera adaptée à l'Hexagone et pas du tout aux territoires dans lesquels ils sont basés. En plus, on a un renouvellement, un turnover, comme on dit, du personnel outre-mer. Donc, on a sans cesse des nouvelles personnes qui arrivent et d'autres qui repartent, sans la volonté réelle de connaître et d'apprendre ce qui fait de chaque territoire un lieu de vie absolument unique. On a par exemple une administration qui reste très ancrée sur la langue française, langue de la République, là où en fait on a beaucoup de populations à Mayotte par exemple qui n'ont pas le français comme première langue. Donc il faut aussi adapter les politiques publiques à la traduction systématique. Je pense notamment à la justice. Il faut que les prévenus, etc., les personnes qui se présentent à la justice puissent avoir une information qui soit transmise et traduite dans leur langue maternelle. Parce que si on veut avoir accès aux droits, ce qui est fondamental dans la République, il faut qu'on puisse comprendre en fait cet accès aux droits. Et donc le français ne doit pas être envisagé comme la langue unique de la République française. Et en ce moment, c'est vrai qu'on a aussi des échos un peu de repli identitaire dans la politique française qui parfois même présenter la colonisation comme un élément intéressant, plutôt enrichissant pour. Et ce discours, il a de plus en plus d'écho aussi dans l'Hexagone. Ça ne va pas favoriser l'évolution de la mentalité des hauts fonctionnaires et des fonctionnaires. Quand même, on est à un moment charnière par rapport à tout ça, je pense. Par rapport à la Nouvelle-Calédonie, est-ce que l'État, on peut dire qu'il a une approche neutre de ce qui se passe, mais quand même une certaine tendance à prendre parti des royalistes, une approche donc du coup très non-coloniale en fait, au lieu d'apaiser, d'être vraiment au milieu du débat? Est-ce que c'est pas un peu ça aussi le souci quelque part? Le manque de neutralité? Bah oui, tout à fait. C'est ça. Mais on est quand même dans un monde qui est redevenu multipolaire et dans lequel l'occupation territoriale est absolument cardinale. Et donc je vois mal comment la France hexagonale pourrait envisager de donner son indépendance totale et entière à la Kanaki Nouvelle-Calédonie, alors même que ce sont les territoires ultramarins, et notamment dans l'Indo-Pacifique, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie, qui permettent à la France d'avoir un ancrage dans chacun des océans. Après, le risque, c'est en jouant sur les braises, comme ça peut être le cas depuis quelques années, c'est qu'ils perdent encore plus vite la main sur un territoire qui sera plus du tout gérable, puisque ce sera pas tout à fait instable et très facile à récupérer des forces extérieures. Donc c'est une stratégie qui est très discutable, comme je pense, à terme. Mais ils ont déjà mis à feu et à sang la Kanaki Nouvelle-Calédonie avec les réformes du corps électoral. Et là, en faisant encore une fois la sourde oreille et en pratiquant la politique de l'autruche face au refus du FLNKS de signer l'accord de Bougival, on retourne. En fait, on est exactement dans la même politique qui se répète et qui n'aboutira à absolument rien de bon. Comment on explique cette incapacité à faire évoluer la politique? Est-ce que c'est vraiment le macronisme qui parle, ou est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment lié aux tensions internationales? Comment vous voyez les choses? Je pense que c'est pas forcément Emmanuel Macron, mais même si les choses se sont aggravées depuis qu'il est arrivé au pouvoir, mais c'est surtout que les territoires ultramarins sont envisagés depuis les décolonisations, ou en tout cas depuis les départementalisations, avant tout comme des porte-avions et non pas comme des lieux de vie. C'est pour ça qu'on les gère de manière avec cette ambiance encore très colonialiste. Et je pense que ça va aller en s'aggravant.
dans les années à venir, vu le contexte géopolitique. Mm. Et du côté de Mayotte, c'est quand même l'héritage de décisions aussi complètement irresponsables à l'époque chiracienne, de vouloir vendre un futur idyllique à une population à travers le département, chose qui est loin d'être réaliste. Comment on assume cette erreur? Est-ce qu'elle est assumée? Cette erreur de présentation en fait, aux populations. On continue à s'accrocher à une erreur qui a été faite il y a quelques années. Ça aussi, c'est une originalité un peu de la gestion publique de ce territoire. De Mayotte, oui. C'est un dossier qui a été très mal géré et on a le sentiment que la France compte davantage sur l'attachement des Mahorais aux principes universalistes, aux principes républicains, pour lui permettre de s'y maintenir. Mais Mayotte est un jeune département, là où les vieilles colonies, donc Guadeloupe, Martinique, La Réunion et la Guyane, sont départements depuis 1946 et sont les premiers à dire aux Mahorais, mais regardez nos conditions de vie, ça fait quand même près de 70 ans qu'on est département. Si aujourd'hui on n'a toujours pas l'égalité réelle, c'est que pour Mayotte, c'est pas près d'arriver non plus. Et pour continuer sur Mayotte, donc la gestion de Chido et des impacts qu'il a eu sur le département, c'est quelque chose qui est resté assez flou. Il y a quand même une espèce de boîte noire sur, par exemple, les victimes. Oui. Comment on explique ça en France? Comment on explique que les médias nationaux ne se soient pas emparés de la chose de manière un peu plus sérieuse, pas plus d'investigation, pas plus de comptabilisation? C'est quand même très étonnant d'en arriver là, c'est-à-dire de ne pas avoir été capable d'avoir un retour clair sur ce qui s'est passé, alors qu'on est capable de le faire dans tous les pays du monde. Et qu'on a une agence France Presse, on est au top médias sur plein d'aspects, et là, il y a quelque chose qui s'est produit qui est assez étonnant, sur lequel on revient assez peu. Oui, il y a une invisibilisation clairement à l'échelle médiatique. Donc, il y a eu et puis surtout, pas de volonté de comptabiliser. De creuser, vraiment, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on explique cette attitude des médias et de l'État? Oui. Donc il y a eu vraiment le traitement médiatique très anxiogène de Chido. Et puis derrière, personne ne s'est offusqué finalement d'avoir tous les 2 jours un nombre différent de personnes disparues, de personnes qui auraient été retrouvées décédées. Et ce manque d'intérêt, cette invisibilisation, c'est aussi dû au fait que on traite tellement Mayotte sous le prisme de l'immigration que le français lambda de l'Hexagone ne se sent pas nécessairement concerné par une personne qui a été à chaque fois diabolisée depuis des années. Donc je pense que ce désintérêt vient de là aussi. C'est que la figure de l'autre, finalement, suscite un désintérêt croissant. C'est vrai. Mais ça n'explique pas, à l'échelle média et étatique, pourquoi on a si peu de chiffres clairs et avérés sur ce qui s'est passé, parce que c'est quelque chose d'assez basique de pouvoir raconter des cadavres et de dire voilà ce qui s'est vraiment passé. On a vraiment l'impression qu'il y a une espèce de chape de plomb qui s'est installée et qu'on saura la vérité. Je ne sais pas si on la saura un jour. Le fait de dire oui, dans le monde musulman, il faut enterrer les gens vite, c'était quand même n'importe quoi. Et c'est vrai qu'on est resté là. Oui, mais est-ce que c'est pas aussi une manière de ne pas mettre les moyens supplémentaires? Si on avait un nombre de morts qui était en fait bien supérieur à ce qu'on a annoncé officiellement, à savoir 81 personnes mortes et disparues, ça voudrait dire qu'un cyclone qui est capable de faire autant de dégâts sur un territoire comme cela, sur lequel la France est installée, finalement, c'est que la gestion est absolument décadente et que les moyens n'étaient pas suffisants pour avoir des infrastructures solides qui permettent aux maisons de résister et aux populations d'être abritées. Et donc, ça voudrait dire en conséquence qu'il y a clairement une défaillance de l'État. Ouais.
vrai que cette histoire, elle démontre vraiment où on en est encore sur cette question des réflexes néocoloniales, parce que ça n'a jamais pu se produire en France. Tout le monde se serait précipité sur les lieux déjà, là, si c'était arrivé dans l'Hexagone. Oui. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de journalistes de l'Hexagone qui aient fait le déplacement jusqu'à Mayotte. Mais le journaliste ne peut pas lui-même compter comment les victimes, il ne peut pas faire ce travail-là qui est quand même un travail trop complexe. Et le recensement officiel de la préfecture, c'est 81 morts et disparus. C'est juste que peut-être c'est le cas, mais peut-être pas. Peut-être pas. C'est vrai que ça reste un peu étonnant. Alors, pour finir un petit peu, qu'est-ce que ça signifierait une république refondée pour les Outre-mer? Comment on peut imaginer cet avenir positif par rapport à ce centralisme, toutes ces questions? Est-ce qu'il y a des méthodes simples de gestion qui pourraient faire changer un peu les choses selon vous pour la République? Moi, je pense que la République a déjà fait la preuve de sa souplesse, comme on en discutait tout à l'heure, mais qu'on a encore tendance à trop considérer la Constitution comme un rempart au particularisme. Et je pense que c'est déjà cette vision-là des choses qui doit être démantelée dans les esprits, et avant tout à l'échelle de l'Hexagone, et que toutes les discussions qu'on a sur une nouvelle politique de décentralisation, un nouveau degré de différenciation, on exclut trop souvent les territoires ultramarins de ces statistiques. Il y avait eu un récent sondage de l'IFOP sur les régionalismes qui excluait totalement les territoires ultramarins alors qu'il se penchait sur la Corse. Et pourtant, c'est outre-mer qu'on a justement cette souplesse républicaine qui s'exprime et ces velléités d'autonomie renforcée, voire d'indépendance, qui sont les plus fortes. Après, est-ce qu'il y a des solutions toutes simples? Non. Mais ce qui est essentiel, c'est que la décision est avant tout à celle de la population et que je pense qu'on ne les sollicite pas suffisamment. On les sollicite juste pour se rendre aux urnes et voter oui ou non. Il n'y a pas réellement de discussion. Par exemple, une convention citoyenne sur la question devrait être lancée dans les Outre-mer. Pourquoi pas? On n'a jamais eu de convention citoyenne Outre-mer. Donc pourquoi pas aller dans ces territoires pour justement forger une politique nationale de différenciation qui puisse convenir à tous et qui puisse s'adapter aux velléités de chacun. Ça vous paraît abstrait tout ça? Non. C'est de voir par rapport à cette difficulté de rassembler un petit peu les lecteurs qu'on a pu avoir avec Boucan. C'est une période qui est très très difficile pour la presse. Néanmoins, c'est quand même toujours étonnant de voir qu'il y a peu de support en France pour traiter de ces questions. C'est vrai que la Convention citoyenne, comment arriver pour créer des implications, pour créer que les gens croient un petit peu à ces questions, participent vraiment, se sentent concernés. Une convention citoyenne qui mêlerait population ultramarine et population hexagonale, ce serait déjà intéressant de voir comment ensuite les personnes issues de l'Hexagone envisageraient leur relation au territoire ultramarin, sachant que la plupart ne savent pas combien de territoires ultramarins compte la France, où ils se situent, quel est le type de population concernée.